Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinar qu'on co-organise avec SoValue, donc Legal SoValue, ce matin pour parler des BSPCE. Comme d'habitude, on va donner quelques petites secondes pour que chacun nous rejoigne, se connecte. Ça va, Ilan? Bonjour à tous, ça va En très forme? bien. La forme, on est prêt pour faire ce dernier webinaire avant les vacances. Et c'est un sujet qui est très sympa. Donc, on va partir en vacances avec des idées au clair sur les BSPCE Et ouais, plein de questions. pour Je crois que tu as plein de attaquer la questions rentrée. pour moi aussi J'ai à plein de ce sujet. questions pour Florent. Je pense qu'effectivement, l'idée, c'est de faire quelque chose qui est assez interactif et en même temps de reprendre un peu la base des BSPCE parce que on part, enfin, en tout cas, on a tendance à partir vite dans la technique, mais il faut repartir un petit peu des principes fondamentaux. Donc, On va peut-être, parler de est-ce ça. que est-ce que tu veux qu'on peut-être on se présente juste 2 minutes et Ah, on va se après présenter. on Là, je meublais juste pour les petites minutes, le temps que les gens nous rejoignent. Et d'ailleurs, pareil. comme tu l'as dit, pour la partie interactive, vous aussi, posez toutes vos questions. Vous savez, hein, sur Zoom, il y a le petit chat. Bonjour tout le monde. Hop, salut. N'hésitez pas à mettre des petits messages dessus. Il y a Ouais, aussi, et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à dire, ce que vous attendez, si vous êtes en seed, si vous allez lever des fonds, si vous êtes en série A ou plus, enfin, n'hésitez pas, nous, ça nous permet justement d'être un peu plus, en tout cas focus sur votre persona à vous et vos attentes, ça nous permettra du coup d'ajuster un peu plus, ce webinaire. exactement. Et pour vos questions, il y a soit le chat, soit le Q&R pour poser ces petites questions. Je les prendrai à la volée. Et comme on se l'a dit, on va le faire le plus interactif possible. Bon, déjà, nous, on a plein de questions respectivement entre Ilan et moi donc à se poser. Et pareil, vous contribuez à ça. C'est l'idée pour qu'on réponde à vos besoins. Pour se présenter, peut-être, je vais me Ouais. présenter en 2 mots. Donc, moi, je suis Florent Artaud, Country Manager France de Seed Legals. Seed Legals, c'est une plateforme SaaS qui permet de pouvoir générer tous les documents juridiques nécessaires à vos opérations sur le capital, que ce soit sur la partie financement, que ce soit sur la partie gestion aussi de vos actionnaires, hein, sur l'étape de capitalisation, les registres, mais également sur le sujet dont on va parler ce matin, toute la partie partage du capital, notamment des BSPCE, avec les salariés, mais également avec des advisors, qui sont pour le coup là des BSA qu'on utilise en pratique. Et en quelques chiffres, Seed Legal, c'est 150 personnes à travers le monde. Donc, on a des bureaux à Londres, à Dublin, à Paris, à Hong Kong et Singapour. Ici, dans l'équipe française, on est une quinzaine. On a des bureaux à Station F, aussi à H7. Et on est une équipe d'une quinzaine de personnes. On a accompagné en tout et pour tout au global 35 000 startups et on a 35 000 startups et des dizaines de milliers d'investisseurs aussi qui signent des documents sur la plateforme pour closer des deals avec le support de notre équipe et vous en tant qu'entrepreneur. Et pareil, après, sur les logiques de partage du capital, énormément aussi de bénéficiaires de BSPCE. J'en termine là et je te passe la balle en disant qu'on est aussi très content de travailler en partenariat avec SoValue chez Seed Legals France. Et je te passe la main pour te présenter, Ilan. Ouais, donc Ilan Glober, je suis le CEO de SoValue. Donc SoValue, c'est une entreprise spécialisée dans l'évaluation des entreprises de la tech. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on est là pour aider soit les investisseurs, soit les entrepreneurs à évaluer, donc valoriser les entreprises de la tech dans lesquelles eux ils investissent ou en tout cas pour des opérations à mener ou plus. Et on fait aussi typiquement, donc là dans ce cadre-là, le calcul de la valorisation du prix d'exercice des BSPCE. Donc, c'est pour ça qu'on est souvent amené avec Florent à parler aussi de ces sujets et à travailler ensemble parce qu'effectivement, c'est une des étapes clés dans ce processus. C'est déterminer en fait effectivement la bonne valorisation pour fixer le prix d'exercice de ces BSPCE. Et ça fait une super transition sur le début de ce webinaire parce que Exactement. les BSPCE, qu'est-ce que c'est pour redonner un petit rappel et vous en dire justement sur cette mécanique. Le prix d'exercice, c'est quoi? En fait, c'est un BSPCE, c'est le droit d'acheter une action à un certain prix qui est fixé lors de l'attribution de ce bon. C'est la même logique que les stock options. Et donc, quand on est salarié, on va bénéficier justement de ce droit d'acheter une action, mais sous réserve de certaines conditions. Et c'est là où on va revenir aussi sur cette logique de vesting. Donc, il faut rester un certain moment dans la société pour pouvoir les acquérir progressivement. On va y revenir, mais au moins sur cette mécanique-là, que vous ayez bien en tête, effectivement, qu'est-ce qu'un BSPCE? Eh ben, c'est ça. C'est comme un stock option. La logique est la même. On donne le droit d'acheter une action à un prix déterminé, sous réserve de certaines conditions.
Voilà pour juste décrire quel est l'outil. Mais si on aussi prend un peu de hauteur par rapport à ce que sont les BSPCE, en fait, la logique, c'est d'intéresser au capital de la société. Mais qu'est-ce que ça veut dire, intéresser justement les salariés au capital de la société? Déjà aussi, pourquoi on met ça en place? Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots, toi, Ilan, sur cette partie d'abord? Bah, effectivement, il y a plusieurs objectifs. Évidemment, c'est le partage de valeur, mais c'est aussi attirer des talents. Quand effectivement on veut recruter des gens et qu'on est startup, on n'a pas forcément le cash pour payer du coup les mêmes niveaux de rémunération de salaire que des entreprises qui sont déjà bien en place, hyper profitables. Donc du coup, c'est un mécanisme qui permet d'attirer des talents en leur proposant de l'equity en plus que leur package salarial, évidemment sous réserve enfin, des conditions de vesting et qui sont prises dans le pacte. Donc ça, c'est la partie vraiment intéressante pour les employés. Donc ça permet aussi de les retenir. Donc le vesting aussi a pour vocation à dire, OK, on te donne l'equity, mais tu vas les vester, donc c'est-à-dire que tu vas les acquérir, tu vas avoir le droit de pouvoir payer tes actions en fait au bout d'un certain temps. En général, c'est 4 ans, mais ça peut varier aussi. On en parlera en détail. Donc ça permet de les retenir, mais aussi, et c'est la question que du coup je voulais poser à Florent, à qui on peut donner des BSPCE? Il y a pas seulement les salariés, il y a aussi les fondateurs. Donc du coup, Florent va en parler un peu plus. Et derrière ça, il y a une autre question, c'est souvent quand on est une startup, on a tendance à travailler avec des freelances, donc des gens qui n'ont pas de statut de salarié, et pourtant on aura envie de leur donner des BSPCE. Mais c'est pas possible aujourd'hui. Tout à fait. Florent va vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, effectivement, on a effectivement les fondateurs qui sont les bénéficiaires aussi, et les salariés. Et après, quel type de salarié, à quelle hauteur, comment on définit un plan? C'est toutes ces questions peut-être que Florent tu pourras peut-être un peu détailler comment Bien ça se sûr, passe. bien sûr, bien sûr. Déjà, effectivement, sur ce premier point, donc les BSPCE, donc je vais prendre vraiment un peu de hauteur pour arriver et répondre à ta question, Ilan. Donc, ça s'intègre dans cette logique d'attractivité, tu l'as dit, de pouvoir attirer des talents, les intéresser sur du long terme, notamment avec ces logiques de vesting. Généralement, c'est sur plusieurs années. Et c'est quelque chose qui forme le package de rémunération des salariés, mais aussi et potentiellement de certains fondateurs, mais je vais y venir et je vais répondre à ta question. Et donc, ce package-là, que vous allez proposer à des salariés pour les recruter, il est formé forcément de salaire, mais aussi potentiellement de cet intéressement au capital qui complète et qui est un argument qui peut être un argument assez important sur la promesse que demain, votre société pourra valoir donc beaucoup sur cette notion de valorisation, justement, qui va augmenter avec le développement de votre société. Et les salariés qui ont contribué à la création de cette valeur pourront, eux, bénéficier justement de ce partage de la valeur et d'un juste retour, une récompense au travers de l'intéressement au capital. Mais ça comprend effectivement, c'est le package de cette rémunération qu'on va proposer à des salariés, qui est composé encore une fois de salaire, d'intéressement au capital, mais aussi après du reste des conditions de travail. Donc il faut le voir un peu comme tout cet ensemble. Et pourquoi on insiste et la plupart des startups l'utilisent, si on prend aussi un chiffre, c'est plus de 50% des startups qui se lancent, hein. Après, bon, sur la définition des startups, on peut en discuter, mais en tout cas des boîtes tech, euh, plus de 50% l'utilisent, notamment pour les arguments d'attractivité et d'intéressement des salariés sur le long terme. Donc, il y a vraiment une logique d'attractivité et de fidélisation des talents au travers de cet outil. Mais toutes les sociétés, effectivement, ne peuvent pas non plus l'utiliser. Donc, il y a déjà des conditions qui concernent la société. Les conditions, ce sont des conditions relativement simples, hein. C'est prévu par la loi dans le code des impôts. C'est notamment que la société, elle ait moins de 15 ans, qu'elle paye justement, qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle soit détenue à plus de 25% par des personnes physiques. Donc, ça peut poser des questions. C'est pour ça qu'Yann vous demandait en fonction de quel stade de maturité êtes-vous, parce que ça peut poser des questions peut-être plus tard, quand vous avez fait des levées de fonds successives et que, à l'issue de quoi, peut-être pas 25% du capital est détenu par des personnes physiques. Il y a aussi il y a une tolérance si vous détenez au travers de votre holding personnel, qui elle-même est détenue à 75%, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Bon, bref, il y a cette condition qui concerne la société. Donc, si vous les cochez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez mettre en place des plans de BSPCE. L'avantage des plans de BSPCE, c'est quoi? C'est que, à la différence d'autres mécaniques d'intéressement au capital, comme les stock options ou comme les attributions gratuites d'actions,
les BSPCE sont gratuits. C'est neutre d'un point de vue coût. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge pour la société ni pour les salariés. On y reviendra sur cette partie. Et donc, ces conditions qui concernent la société, c'est celle dont on vient de parler, mais il y a aussi des conditions, pour répondre à ta question, sur qui peut bénéficier de ces BSPCE, donc côté bénéficiaire. Et effectivement, donc c'est possible d'attribuer des BSPCE à des mandataires sociaux. Donc, il faut que la personne ait un mandat social, qu'elle soit président de la société, soit directeur, directrice générale déléguée. C'est aussi pour les conditions des BSPCE, juste parenthèse pour la société, c'est pour des sociétés par action. Donc, si vous êtes sous forme de SARL, etc., ce n'est pas possible de pouvoir mettre en place un plan de BSPCE. Il y a la logique de peut-être changer de forme sociale, mais bref, donc c'est un point à avoir en tête. Et donc, les bénéficiaires, ça peut être des dirigeants, et ça peut-être, en fait, et c'est aussi réservé pour les salariés, donc dirigeants et salariés. Salariés, ça peut être éventuellement des salariés sous CDD, mais la logique de long terme est un peu antagoniste avec cette logique de CDD. Donc, c'est généralement des personnes qui sont sous CDI qui vont bénéficier de cet intéressement capital. Et si on veut intéresser des freelances, eh ben non, on ne va pas pouvoir utiliser des BSPCE. De la même manière, si on veut intéresser un fondateur qui, lui, n'a pas de contrat de travail ni de mandat social, pas possible de pouvoir lui faire bénéficier de BSPCE. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important à avoir en tête, parce qu'on l'observe aussi avec des entreprises qu'on accompagne chez Seed Legals. Eh ben, la question se pose, c'est « Ah, mais comment je fais ?» Et ben là, on utilise les BSA Advisor, que nous, on qualifie Advisor. Mais la différence aussi hyper importante, c'est que les BSA, eux, ne peuvent pas être donnés gratuitement, attribués gratuitement, contrairement aux BSPCE, qui sont gratuits. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prix d'exercice. Gardez ça en tête. C'est le droit d'acheter une action, le BSPCE. Voilà pour répondre à ta question, Ilan. Exactement. Donc, effectivement, pour les freelances, le BSA sera le mécanisme à privilégier, et aussi pour ceux qui ne remplissent pas les conditions décrites par Florent. Il y a peut-être une autre question en tout cas de ma part, c'est comment tu fais quand tu es le salarié d'une entreprise qui est étrangère, en tout cas dont la société mère est basée à l'étranger. Est-ce que Ah, ça, tu c'est une pourrais… bonne question. Ouais, Parce que ça, c'est une question, justement, il y a des évolutions qui sont arrivées. Si on fait un petit peu d'histoire des BSPCE, mais très rapide, je vous rassure. En gros, ça a été lancé dans les années 2000, mais il y a eu des évolutions, notamment en 2020, sur le cadre applicable au BSPCE, et notamment qui a permis deux choses et deux avancées hyper positives. La première, c'est justement si ce sont des sociétés étrangères, donc sous réserve que cette société est étrangère. Prenons le cas et l'exemple de Seed Legals, parce que la société, nous, c'est une société qui s'est lancée d'abord en Angleterre en 2016, et on s'est lancé ensuite en France. Moi, j'ai lancé le marché français en 2020. Parfait exemple, notre société, elle est détenue en France à 100% par la société mère qui, elle, est étrangère en Angleterre. Et bien là, typiquement, est-ce que moi, je peux bénéficier de BSPCE? En fait, on va m'attribuer des options, donc l'équivalent de BSPCE depuis la société mère. Donc, ce ne sont pas des BSPCE parce que ce sont des mécaniques et des dispositifs qui sont issus de la société mère anglaise. Et donc, ces dispositifs-là vont m'être attribués à moi. Et après, localement, moi, j'ai tout intérêt en tant que bénéficiaire, et même côté société, que ce soit vu et qualifié comme BSPCE. Est-ce que c'est possible? Réponse oui. Grâce au PLF, donc à la loi de finances de 2020, ça a été possible, qui a fait évoluer justement le cadre. Pourquoi? Parce que sous réserve que cette société mère étrangère respecte les conditions dont j'ai parlé pour les conditions d'éligibilité au BSPCE de la société, et pareil pour le bénéficiaire, et ben, effectivement, même si ce sont des stock options, mettons, donc étrangers, et qu'on respecte ces conditions qui sont prévues pour les BSPCE en France, et ben, moi, je vais pouvoir bénéficier justement du régime applicable des BSPCE sur ces options qui me sont données par une société étrangère. Donc oui, c'est possible. Si on vous dit l'inverse, dommage, mais c'est possible, il faut être mieux conseillé. Mais sur cette partie, ça, c'est le premier point et c'est hyper important. Et l'autre point, peut-être sur la partie des évolutions grâce à cette loi de finances de 2020, sur laquelle on avait travaillé d'ailleurs avec Ilan et avec The Family et toute cette partie, c'est la décote, c'est-à-dire qu'on peut appliquer une décote sur le prix d'exercice, mais on va y revenir, je tease un peu sur ce point. il y a une question du coup de Sidonie. C'est quand on met en place des BSPCE, faut-il le faire uniquement quand on est dans une logique de levée de fonds future, ou est-ce qu'on peut le faire dans une optique d'autofinancement?
Donc, effectivement, il y a pas, C'est une super enfin, question. Et c'est une très bonne question et enfin, je veux dire, la loi prévoit pas que ce soit corrélé à une logique de levée de fonds. Toutes les entreprises, en fait, donc, qui remplissent les conditions décrites par Florent, donc précédemment, peuvent en émettre. Donc, typiquement, on n'est pas obligé d'être une start-up déficitaire pour mettre des BSPCE. Je ne sais pas si ça freeze un peu. Je ne sais pas si ça marche. oui, on t'entend bien. Ouais, ouais, bien Pardon, sûr. super. Donc, toutes les entreprises peuvent en émettre. Et après, effectivement, après, il y a une question derrière ça, je pense, c'est aussi la négociation avec en fait, ces investisseurs quand on commence à faire une première levée de fonds ou en seed ou en série A, etc. C'est comment se passe le processus de négociation sur ce sujet-là avec ces investisseurs. Est-ce que Florent, tu veux nous en dire un peu plus? Avec plaisir. Mais même avant, pour compléter ton point, Ilan, si vous m'entendez bien, c'est effectivement, toute société peut mettre en place sous réserve des conditions, donc le plan de BSPCE. Mais après, il y a la philosophie. Effectivement, pourquoi les startups et qui ont cette logique de développement et d'hypercroissance via du financement et d'apport en capitaux d'investisseurs privés, notamment des fonds d'investissement, mais avant ça aussi de business angels, parce que ça répond à une logique de si tu rejoins le projet assez tôt, la valeur donc, est relativement attractive, c'est-à-dire qu'elle est assez basse, la société vient de se lancer, et donc on t'intéresse sur la création de valeur future et qui sera concrétisée, en tout cas matérialisée, notamment sur une valorisation qui, elle, sera fixée à l'occasion de prochains tours de financement. Mais quand on va lancer une société et qu'on veut autofinancer cette société sans forcément lever des fonds derrière, en fait, la logique est relativement similaire. La seule différence, c'est que la valorisation à ce moment-là ne serait pas fixée par l'entrée d'investisseurs lors d'apports en capitaux de leur part, mais la valorisation devrait être fixée sur la base, justement, tu pourras en parler ensuite, Ilan, mais sur des logiques de Exactement. méthodologie d'évaluation qui sont cohérentes par rapport au business de cette société. Et donc, à la différence d'avoir des moments comme ça, qui vont fixer une valorisation par l'entrée de nouveaux investisseurs, eh ben, il faudra juste regarder un peu l'activité de la société parce que si le chiffre d'affaires aura augmenté, si le nombre d'utilisateurs, etc., aura augmenté, donc la valeur, en toute logique, aura augmenté par rapport à la création. Donc, les BSPCE à ce moment-là, sont tout à fait intéressants pour le mettre en place. On a d'ailleurs, nous, travaillé avec Fleet et on travaille avec Fleet, peut-être que vous connaissez, donc qui a cette logique d'autofinancement. Ils ont pas mal fait de la presse autour de ça, plutôt que de s'inscrire dans une logique de levée de fonds, plutôt d'une logique d'autofinancement. Et ils ont mis en place des BSPCE. Donc là, après, la question est de savoir, mais comment tu vas pouvoir monétiser et tu vas pouvoir donc récompenser les salariés à la création de cette valeur au travers du partage du capital et de ces BSPCE. Effectivement, il y a une question qui va se poser parce que là, il y a deux façons de pouvoir monétiser. J'en terminerai là. C'est soit un, tu achètes tes actions avec l'exercice de tes BSPCE et tu revends ces actions à quelqu'un. Donc, ça peut être des associés déjà présents, ça peut être des investisseurs, ça peut être la société même elle-même. Ou alors, tu exerces tes BSPCE et tu deviens associé de la société dans une logique qui est effectivement là assez peu représentative de ce qu'on voit dans l'écosystème, mais pour toucher des dividendes. Et là, ouais, tu es associé, donc tu bénéficies d'actions et à ce titre, tu as aussi droit potentiellement à des dividendes si il y a des dividendes distribués. Exactement. Ouais, donc effectivement, donc de toute façon, il y a autant d'entreprises que d'histoires. Tu peux lever, enfin, tu peux ne pas du tout lever, tu peux lever qu'une seule fois dans ta vie et être ensuite complètement rentable, ou tu peux lever 10 fois comme Uber et ensuite être rentable cette année en 2023 et à chaque fois émettre des plans de BSPCE en fait à ta guise. Donc ça clairement, et là effectivement, on a un sujet de valorisation. Les levées de fonds permettent de mettre, si tu veux, un cap sur la valeur attendue pour le prix d'exercice des BSPCE, sous modulo de quelques décodes qu'on va appliquer. Ça, on va revenir dessus en détail. Mais effectivement, quand ce n'est pas le cas, quand il n'y a pas de levée de fonds, il faut repartir du coup d'un exercice de valorisation, donc pour du coup déterminer effectivement quel est le bon point de départ du prix d'exercice des BSPCE. Juste pour venir, du coup,
peut-être plus en détail sur cette partie prix d'exercice. On parle souvent de décote et en fait, il faut voir il y a 2 types de décotes. Il y a les premières donc décotes, c'est la décote de liquidité ou parfois on va l'appeler la décote de minorité. C'est-à-dire qu'en fait, des BSPCE sont souvent attribués à des salariés qui sont minoritaires en fait dans les cap tables et les titres sont pas liquides parce qu'on est sur du private equity, les entreprises sont pas cotées et du coup, un investisseur qui investirait dans une entreprise vraiment comparable, cotée versus une entreprise qui n'est pas cotée, bah, paierait sans doute moins cher une entreprise qui n'est pas cotée parce que, il va se dire qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir trouver la liquidité sur son investissement. Donc c'est une logique qui est tout à fait, vraiment, enfin, simple à comprendre. Et en général, ces décotes-là varient entre 20 et 30 ou voire un tout petit peu plus en fonction du coût du secteur et du marché, du taux sans risque, donc du coup enfin des taux d'intérêt qu'on trouve sur le marché actuellement, donc aujourd'hui qui sont assez élevés typiquement. Donc ça, c'est une première décote. Il y a une deuxième décote qui est plutôt liée aux règles de liquidation préférentielle qu'on trouve dans les pactes. Donc typiquement, quand on arrive en série A en général, parfois ça peut arriver en seed aussi, on peut avoir des investisseurs qui vont mettre des priorités de paiement en cas d'exit. C'est-à-dire que moi, si j'ai investi 1 million dans votre entreprise, je veux mettre dans le pacte que si elle est vendue, je ne sais pas, à hauteur de 1 million typiquement, et ben moi, je suis payé à hauteur de 1 million en priorité par rapport à tous les autres actionnaires. D'accord? Donc ça, c'est une clause de liquidation préférentielle. Et ça, on le trouve donc, typiquement dans les boîtes en série A, et au-delà. Donc typiquement, si vous avez des entreprises en série A, série B, enfin qui ont fait une série A, une série B, une série C et une série D, vous allez voir une priorité de les investisseurs en série D sont payés avant les C avant les B avant les A, et ensuite tous les autres en dernier. C'est ça la liquidation préférentielle. Et en fait, à cause de ça, bah, mécaniquement, la valeur des actions ordinaires que vous donnent les BSPCE seront moins valorisées, donc décotées, par rapport à une action de série D, par rapport à une action de série C, B et A, parce qu'ils ont une préférence. C'est Euh, fondamental ce point. Et ça, pour compléter, juste faire une petite parenthèse un peu pédagogique autour de ces éléments, c'est effectivement quand vous allez lever des fonds avec des investisseurs privés, vous allez négocier, comme le disait Ilan, donc les conditions dans lesquelles eux vont entrer. Donc, ces conditions vont être négociées d'abord dans une lettre d'intention, mais qui prévoit les principales clauses que vous allez ensuite retrouver dans votre pacte d'associés. Donc, ce pacte d'associés, lui, peut prévoir la clause dont parlait Ilan, qui est la clause de liquidation préférentielle, qui vient de vous expliquer. Et en fait, ça, concrètement, c'est quoi dans ce pacte d'associés? Il y aura des actions qui auront des droits privilégiés, de préférence, comme on l'appelle, et des actions qui seront dites des actions ordinaires. Et en fait, les actions ordinaires, elles, sont détenues par vous, les fondateurs, et en négociation, les investisseurs, eux, voudront garantir, donc, euh, comme ils le peuvent, si je peux dire, l'investissement. Et notamment via cette mécanique de la liquidation préférentielle qui permet, si la société est vendue pas à la casse, mais pas à un montant suffisant pour permettre à tout le monde de pouvoir prendre justement part à la valeur de la vente, et ben, eux pourront avoir cette sécurité de rembourser en priorité leur investissement. Et donc, il y a d'autres clauses qui existent, vous les connaissez peut-être, mais des droits de préemption, il y a des clauses antidilutives, etc. Et ça, ce seront donc les clauses que vous allez négocier, que ce soit même quand vous faites rentrer des business angels, ou ensuite quand vous faites rentrer un fonds d'investissement en seed, ou quand vous faites rentrer aussi, par exemple, un autre fonds d'investissement ou un family office, ou qu'importe, un investisseur privé à ce moment-là qui finance votre projet. Il y aura ce pacte d'associés qui sera négocié avec les termes là dont on vient de parler, mais notamment ce point fondamental qui est celui de la liquidation préférentielle. Voilà, c'est la petite parenthèse pédagogique. Et ce qui fait qu'il y a des droits différents attachés à des catégories d'actions donc différentes. Il y a des actions de préférence, il y a des actions ordinaires, et en fonction de ces droits et ces différences de droits, ça contribue justement à la deuxième décote dont parlait Ilan. C'est ça, donc 2 décotes, la décote de liquidité, la décote qu'on appelle légale ou contractuelle, qui est celle qui est liée à la liquidation préférentielle. Donc effectivement, quand on a une liquidation préférentielle, on a du coup
l'application des 2 décotes, puisqu'on a la liquidité et la décote contractuelle. Quand on n'a pas la liquidation préférentielle dans Impact, et bien effectivement, on n'appliquera que la décote de liquidité. Point un peu technique, on a eu la question d'un plan BSPCE qui a été émis uniquement au bénéfice des fondateurs. Donc les fondateurs, ils avaient effectivement négocié avec leurs investisseurs en seed qui avaient eux une liquidation préférentielle de pouvoir avoir des BSPCE pour se reluer et que ce soit un plan fait que pour eux. Dans ce cas-là, effectivement, on n'avait pas appliqué de décote de liquidité parce qu'ils ont des actions qui sont assez importantes dans leur entreprise. Donc, Ils sont majoritaires, ouais. ils sont majoritaires. Donc là, effectivement, on ne peut pas vraiment appliquer cette décote de liquidité. Donc, c'est des points un peu techniques. Deuxième point, c'est effectivement on parlait du calcul de la décote, donc qui varie du coup entre 20 et 30% pour la liquidité. Et quand on cumule les deux, on peut arriver sur du 50 à 60% de décote. Et le point de départ, donc du coup, c'est la valorisation. Si vous faites une levée de fonds, donc récemment, enfin en tout cas dans les moins de 6 mois, et qu'il n'y a pas de changement significatif d'activité, etc., c'est le bon point de départ. Et là-dessus, on va appliquer ces décotes-là. Si en revanche, vous avez levé, typiquement, on a le cas sur les entreprises qui ont fait des opérations de levée de fonds en 2021, en 2022, quand en fait, il y avait une bulle un peu spéculative sur le montant des multiples. Donc, on voyait des entreprises en SaaS lever sur des multiples de 33 l'ARR ou même 50 ou même 100 l'ARR. Aujourd'hui, en fait, on a bien vu avec la baisse des valorisations, on a vu en moyenne que les valorisations de la tech ont baissé de 40%. Et ben pour ces entreprises-là, même si elles avaient levé il y a 9 mois ou il y a moins d'un an, il faut recommencer en fait la valorisation de l'entreprise parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes niveaux de valorisation. Petite Donc, parenthèse ouais, vocabulaire et technique. Alors, reluer, c'est quoi? En fait, ça veut dire quand vous allez lever des fonds, dans l'exemple que vient de donner Ilan, vous, en contrepartie de l'investissement des investisseurs, vous allez donner des actions à ces investisseurs, en contrepartie de l'investissement qu'eux réalisent. Donc forcément, ça aura un impact en termes de dilution de ce que vous détenez dans votre capital. Généralement, pour un seed, si on prend une levée de fonds d'1 million d'euros, il faut qu'on prenne 20 à 25% du capital que vous donnez justement à ces investisseurs qui rentrent. Donc vous êtes dilué en tant que fondateur. Mais ça dépend aussi de la valorisation que vous allez négocier. Donc, les 20 ou 25% du capital de dilution pour un investissement d'1 million d'euros, ça vous donne une valorisation pré-monnaie, avec une règle de 3 assez simple, de 3 ou 4 millions d'euros. Mais si les investisseurs en face, vous avez besoin de cash et ils vous disent non, non, la valorisation, c'est 2 millions. Eh bien, d'accord, négociation, vous allez pouvoir discuter. Et si cette valorisation est donc à la baisse et les investisseurs disent OK, c'est 2 millions la valorisation, vous pourrez atteindre une dilution assez importante, c'est-à-dire que vous, plutôt que ce soit 25 ou 20%, vous serez plutôt à 30, voire peut-être un peu plus de dilution. Et la contrepartie qui pourrait se faire là, c'est de dire, OK, moi, je rentre à une valorisation donc, assez basse en tant qu'investisseur, mais en contrepartie à toi, fondateur, comme tu vas avoir une dilution qui va t'impacter de manière assez importante, en contrepartie, je vais te donner des BSPCE, ce qui va te permettre là, de te reluer, c'est-à-dire que tu vas remonter un peu sur ton pourcentage de capital grâce au BSPCE que je vais te donner. Mais là, ça pose une question. Ça pose effectivement, OK, cool, d'accord, je vais avoir des BSPCE, mais donc, ce sont des BSPCE, donc il y aura un prix d'exercice à payer, c'est-à-dire que tu seras intéressé, toi, fondateur, sur la survaleur, mais comme pour les salariés, survaleur créée, comme on se l'a dit, c'est-à-dire le prix d'exercice, comment on le fixe, tout dépend quel est ce prix d'exercice. Mais est-ce qu'il y a une décote? Ça revient à ce que disait Ilan. Autre petit point vocabulaire, un multiple de l'ARR. L'ARR, c'est en gros les revenus annuels récurrents. Et dans les logiques justement de modèles économiques et de business model qui sont les modèles SaaS, souvent c'est sous forme d'abonnement à l'année ou au mois. Et en fait, les investisseurs sont très intéressés par ça parce que ça permet de pouvoir avoir justement des utilisateurs qui reviennent de manière assez récurrente en fonction de leur comportement évidemment, mais et chaque année donc de repayer ce même prix, ce qui permet d'avoir un multiple potentiel ensuite dans les logiques de méthodologie de valorisation. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'approche comparable. Mais je te redonne la parole là-dessus, Ilan, c'est toi l'expert. Oui, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre en valorisation, c'est qu'il y a 2 types de valorisation. Enfin,
il y a la valorisation intrinsèque. Donc, typiquement, des boîtes qui sont rentables, on va mesurer en fait leur cash flow et ensuite valoriser les entreprises à partir de leur cash flow. Donc ça, en fait, on prend leurs données financières et on fait une vraie valorisation de l'entreprise là-dessus. Et il y a ce qu'on appelle le pricing. En fait, c'est un peu une négociation. Donc, c'est un peu ce qu'on voit sur les marchés boursiers. En fait, ce sont des acheteurs et des vendeurs qui se rencontrent sur un point de prix qui se croisent. Et ça, c'est plutôt du pricing. C'est-à-dire que personne n'a fait une vraie valorisation financière, à proprement parler. Mais en tout cas, on a bien un acheteur qui est d'accord pour acheter les prix qui est proposé par le vendeur. Donc c'est plus une logique de négo. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, les fonds d'investissement, les VC, quand ils font, quand ils réalisent, quand ils investissent dans les entreprises, eux, ils vont raisonner en multiples de l'ARR ou du MRR, enfin peu importe, on peut prendre le KPI financier qu'on veut, mais ils vont raisonner en termes de multiples. Donc, ils vont dire, typiquement, une boîte en SaaS qui est dans la fintech, je sais pas, aujourd'hui, on va dire, c'est 10 fois l'ARR, et c'est comme ça que je fixe la valorisation de l'entreprise. Et donc, du coup, à partir de ça, eux, ils vont se dire, OK, si c'est 10 fois l'ARR et que je mets, je sais pas, 1 million dans l'entreprise, bah, du coup, ça me donne mon pourcentage dans la boîte post-money. Donc voilà, on a la captable par rapport à cette valorisation. Donc, c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'on procède. Maintenant, effectivement, pour valoriser le prix d'exercice du coup et du coup les décotes en fait de liquidité et la décote qui est liée à la liquidation préférentielle, on va pas utiliser donc la méthode est comparable, on va utiliser une méthode qu'on appelle la méthode des options, donc du pricing des options. Donc ça, c'est une méthode très classique, vraiment qui est expliqué très bien dans les bouquins, qui utilise en fait le modèle de Black-Scholes. Donc, on reprend quelques critères financiers un peu techniques qui est lié à la volatilité du marché, le taux sans risque notamment, et ça nous permet du coup de déterminer finalement l'écart de valeur entre des actions de préférence et des actions ordinaires sur la partie liquidation préférentielle, et du coup aussi calculer la décote de liquidité parce qu'on va calculer finalement aussi cet écart de valeur entre des actions liquides et des actions qui ne le sont pas. Donc c'est comme ça qu'on opère. Est-ce qu'on a d'autres questions du panel? Je ne crois pas. Non, mais OK. là, ça appelle justement quelques complémentarités sur. On parle du prix, comment tu fixes ce prix? Et c'est très clair la manière dont tu l'as décrit. Après, la mécanique, qu'est-ce qui va fixer ce prix? Comment c'est fait? Eh ben, en pratique, c'est déjà une décision d'associé que vous allez prendre. Quand vous allez mettre en place, vous dites: «On veut réserver un certain pourcentage du capital de la société, pour les salariés, voire peut-être même pour, des fondateurs dans ces cas de relution dont on a parlé». C'est là, des moments un peu plus matures pour la société. Donc c'est une décision d'associé, c'est-à-dire que ça va être une assemblée générale ou une décision unanime des associés, si c'est fait sous acte, sous seing privé, mais c'est une décision d'associé. Sauf que souvent, comme on se le disait aussi, dans le pacte d'associés, quand vous avez fait rentrer déjà des investisseurs, donc si vous êtes dans ce cas de figure, c'est aussi des décisions qui sont dites stratégiques. Et donc, dans le pacte d'associés, comme vous le savez certainement, vous avez à la fois les clauses donc, qui permettent de garantir aux investisseurs de potentiellement sécuriser leur investissement avec la liquidation préférentielle, avec des antidilutions, etc. Mais ça, c'est la partie plutôt économique, ou en tout cas qui concerne les actions et l'entrée d'investisseurs, mais il y a aussi une partie gouvernance. Donc, dans le cadre de cette partie gouvernance, il y a le board, comme on l'appelle par anglicisme. Là, c'est quoi? C'est en fait, on va avoir un comité stratégique, qui est appelé plus souvent dans les pactes d'associés en français, qui regroupe. Après, il y a la composition du board. On a pas mal d'éléments d'ailleurs sur ces dégages, sur le blog, sur ces aspects. Je vous y invite à regarder. Et donc, là-dessus, cette décision de fixation à la fois du prix d'exercice, mais avant ça même, la question de mettre en place un plan de BSPCE, c'est souvent une décision stratégique qui doit être au préalable approuvé par ce comité stratégique, s'il en existe un, et ensuite pris par les associés sous forme d'assemblée générale. Donc, c'est un point important à avoir en tête. Évidemment, sur ces dégâts, vous pouvez faire tout ça, hein, parenthèse promotion, mais pour aller sur ensuite, combien de pourcentage du capital vous réservez pour justement vos salariés? Et ben, ça dépend
de la maturité du projet. Sur Seedlegal, on a énormément de données. On fait aussi un baromètre chaque année et qui sera probablement en fin d'année là, auquel SoValue contribuera très certainement pour collecter un maximum en fait de données, en plus de celles qu'on a déjà sur la plateforme, sur les tendances, sur ce qui se fait. Mais ce qui en ressort, en tout cas sur celui de 2022, de l'année dernière, c'est que, bon, évidemment, les BSPCE, c'est un plébiscite, notamment pour des raisons très pragmatiques qui sont qu'il n'y a pas de coût attaché, contrairement à d'autres mécaniques dont je parlais au début, donc, action gratuite ou stock option. Donc, c'est si on répond et on a les critères d'éligibilité et qu'on les coche, eh ben, autant utiliser des BSPCE pour intéresser les salariés au capital. Ensuite, quel est le pourcentage du capital qui est réservé? Eh ben, forcément, ce sera en fonction de vos besoins à vous. Donc, si vous êtes une société relativement jeune, généralement, donc au stade qu'on appelle pré-seed et seed, c'est entre 5 et 10 du capital. Mais comment se dire, est-ce que c'est plutôt 5 ou plutôt 10? Ben là, c'est une analyse un peu plus fine que vous pouvez avoir sur les besoins. Si vous recrutez un CTO qui ne sera pas cofondateur, mais qui sera CTO et qui sur le marché coûte très cher, ben, il va vous coûter cher en salaire et en capital. Si vous n'avez pas en plus le salaire, vous avez les arguments sur l'intéressement capital qui peut jouer. Ben là, ça peut être 2, 3, 4 ne serait-ce que pour cette personne seule. Et ben donc, si vous voulez intéresser d'autres salariés qui vont venir, que vous voulez recruter, et ben, il faut prévoir en conséquence. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce que vous intéressez tous vos salariés? Donc, en fonction de ces besoins-là, on voit l'évolution, donc qui sont les données qu'on a sur ces légales ou qu'on retrouve aussi sur, notamment, il y a Index Ventures et c'était Balderton, les fonds d'investissement anglais qui avait fait des études qui datent un petit peu maintenant, mais qui étaient très bien faites sur le pourcentage de capital qui est habituellement réservé. Il y a notamment Rewarding Talent qui a fait Index Ventures, qui a une page qui s'appelle Option Pricing ou Option Model, je ne sais plus exactement, on pourra vous le mettre dans le chat, je vais le retrouver. Et en gros, ça permet de faire un comparatif, mais il y a des écarts entre les différents pays. Donc, on prend les États-Unis, il y a une tendance à avoir plus de pourcentage de capital réservé parce que la culture, structurellement, ils sont plus habitués avec ces aspects, ces mécaniques d'intéressement. Et de la même manière, tu pourras en dire 2 mots, Ilan, ils ont, Ouais, eux, clairement mis, et c'est une obligation, d'avoir des valorisations et des décotes qui sont appliquées. Pareil pour le UK, on voit que les pourcentages sont un peu plus élevés. Et de la même façon, c'est institutionnalisé le fait de prévoir une décote et qui est elle-même validée par l'administration fiscale anglaise, le HMRC. Et donc, c'est ça. là-dessus, tu vas nous en dire 2 mots, mais j'en termine juste sur cette parenthèse-là. Et donc, on voit dans ces données, donc qu'entre le seed, c'est 5 à 10 avec le pré-seed. Ensuite, série A, on est plutôt entre 10 et 12 Quand en série B, on est plutôt à 12, 15 et cetera, en fonction de vos besoins. Donc ça donne des points de référence sur le pourcentage du capital, mais après, le jeu, c'est de faire, vous, cette analyse sur quels sont vos besoins d'un point de vue RH. C'est là où les BSPCE, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça regroupe à la fois des besoins opérationnels RH, à la fois des enjeux juridiques, à la fois des enjeux fiscaux et financiers. Et donc, j'en termine là. Donc, sur cette décote, sur ce comparatif avec les différents pays, Ilan, notamment les États-Unis et l'Angleterre, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire justement sur... Ouais, après, moi j'ai une question, c'est que effectivement, on voit beaucoup d'articles en ce moment sur le mirage des BSPCE. Pourquoi beaucoup de gens pensent que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut en dire, Florent, à ton avis, de ça? C'est une vraie question parce que effectivement, euh, en fait, la baisse des valorisations ont un peu précipité les BSPCE dans la tombe, dans le sens où beaucoup de gens se sont dit: «Mais finalement, en fait, elles sont trop chères, c'est même pas la peine enfin, de les activer, de les exercer, pardon». Et parce que de toute façon, la valorisation est bien trop élevée, donc je vais rien gagner et voilà. Donc effectivement, on a tout ce revers de médaille donc qu'il y a la crise financière, mais et donc beaucoup de gens qui vont écrire sur le mirage des BSPCE. Pourtant, c'est un bon mécanisme. Pourquoi c'est un bon mécanisme, Florent? Alors déjà sur le constat qu'il y ait une mauvaise presse des BSPCE, clairement. Et d'ailleurs, je l'avais mis justement pour présenter ce webinar là, heu, c'est aussi parce que, heu, la plupart des salariés peut-être ou même et des fondateurs n'ont pas une bonne compréhension sur comment fonctionne cette mécanique et comment ils pourraient potentiellement demain la monétiser. Et c'est corrélé
de manière fondamentale et par essence, effectivement, à la logique du financement de la start-up, en tout cas de la société, sans parler même de start-up. Et ce qui fait que quand on fait des promesses qui sont déconnectées d'une certaine réalité qui est celui de la société, quand on est fondateur et qu'on fait ces promesses à ses salariés, et ben, en fait, on fait naître des frustrations et on fait naître du coup aussi le sentiment d'être floué et de ne pas avoir respecté une promesse qui était: «Mais oui, moi quand je t'ai recruté, donc je t'ai négocié un salaire à la baisse, à toi salarié, en te promettant des BSPCE, mais qui, bah, du fait de cette promesse peut-être, assez, déconnectée de la réalité sur: «Ouais, demain, ça te permettra potentiellement d'être millionnaire, tu te rends pas compte, voilà, nous on va faire une société, qui va faire, heu, allez, un fois 4 de croissance chaque année et pour demain te permettre justement d'avoir, la possibilité de toucher une somme énorme». Si on fait ce type de promesse, de manière un peu déconnectée, même si on est très ambitieux, et ben, ça peut amener effectivement à ce revers de la médaille dont tu parles, qui est, on est déconnecté de la réalité, ce qui était un peu le cas aussi des valorisations, hein, dont tu parlais, tu vois, en 2020-2021. Exactement. Il y a eu un retour de marché là, qui est conséquent, mais quelque part qui assainit aussi un peu les logiques de valorisation avec les multiples aussi dont tu parlais. On est plutôt dans des multiples de 5 et cetera. Mais fondamentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, toi, salarié, est-ce que tu vas être intéressé de pouvoir exercer tes BSPCE? Bah, si tu des BSPCE avec un prix très haut et que demain, bah, il est bas, heu et ben, derrière, effectivement, si on t'a fait des promesses au début, que tu as baissé ton salaire et que tu étais intéressé là-dessus, tu te sens floué. Et donc ce qui va de pair avec, à la fois, une sorte de désenchantement du monde de la start-up qui revient à une logique plus terre à terre, qui est celui de pas la croissance à tout prix, du financement et d'une déconnexion de cette réalité économique. Et là, aujourd'hui, on est clairement dans un, sujet et une réflexion qui est très terre à terre, qui est maintenant les investisseurs, mais même les entrepreneurs, ils sont dans des logiques de rentabilité, de retrouver une certaine rentabilité et d'assainissement, des logiques financières des startups et qui est forcément corrélée, ensuite Ouais, au prix d'exercice et au BSPCE. Et donc, pour en terminer là-dessus, les salariés, eux, comment ils peuvent vendre leurs BSPCE? Comment ils peuvent les monétiser? Généralement, de toute façon, c'est à l'occasion d'une sortie, soit, d'une vente de la société, soit peut-être à l'occasion de secondaires. Ce secondaire, c'est quoi? C'est on va pouvoir permettre de vendre des actions, mais à qui? On est dans les sociétés privées. Bah, à des investisseurs qui rentreraient au capital à ce moment-là. Donc tout ça pour dire, exact. comment, peut-être, en 2 mots, faire en sorte que ça fonctionne et que cette mécanique fonctionne bien, ben, 2 choses, en tout cas fondamentales. Pensez, si vous avez levé des fonds avec des investisseurs privés, une liquidation préférentielle, à faire une décote, évidemment, et de le prévoir sans se poser la question et de faire valider ça avec votre board. De toute façon, ça rentre dans les discussions, soumises à ce comité stratégique, comme on se l'est dit, et aux associés. Et ensuite, une communication, et là, faire très, très attention parce que la communication compte tout autant que la mise en place de votre plan, et donc avoir une communication qui est claire, qui est corrélée et cohérente par rapport à votre plan de développement de la société. Et donc les 2 qui sont une décote pour rendre plus attractif le plan de BSPCE et une bonne communication, bah, déjà ça vous met dans des conditions plus favorables, pour en faire une réussite, de votre plan de BSPCE. C'est c'est ça. Et effectivement, pourtant effectivement, les BSPCE et on est bien passé pour le dire, ont fait quand même beaucoup d'heureux. Disons qu'il y a eu on a vu quand même beaucoup en fait, de salariés qui ont fait des exits ou en tout cas qui ont vendu leurs actions en secondaire, avant un exit, complet de la société, et qui ont gagné beaucoup d'argent. Donc ça marche, en vrai ça marche. Maintenant je prends juste un petit peu de hauteur et je vais parler un peu de ce qui s'est passé en France, ces 5 dernières années, sur du coup la valorisation des prix d'exercice des BSPCE. En fait, tout ce mirage dont on parle, est lié à cette histoire-là. Et c'est quoi l'histoire? C'est qu'il y a 5 ans qu'on a commencé à faire des BSPCE dans les entreprises de la tech. Heu, la plupart des cabinets d'avocats, et des investisseurs français, en fait, ne voulaient pas tellement décoter voire pas du tout décoter les BSPCE, en tout cas la valorisation du prix d'exercice des BSPCE par rapport à la valorisation de la dernière levée de fonds, d'accord? Ce qui fait que, mécaniquement, en fait, on avait des actions ordinaires, enfin enfin un prix d'exercice qui était survalorisé. Heu et ça, c'est pas très grave quand en fait, on a des entreprises qui sont en très forte croissance et qui vont avoir une valorisation qui croît tous les ans à un rythme assez soutenu. C'est pas très grave parce que c'est compensé à terme
enfin, au bout de 2-3 ans, ça a assez compensé. Néanmoins, en fait, la crise donc, de 2022 a fait prendre conscience à tout le monde qu'on avait un souci non seulement sur les valorisations qui étaient appliquées donc avant la crise, mais aussi sur en fait, la valorisation du prix d'exercice des BSPCE. Parce qu'effectivement, on n'appliquait pas de décote ou très peu de décote. En général, on était sur du 20%. Et aujourd'hui, tout le monde a pris conscience de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, les cabinets d'avocats qui disaient qu'il fallait juste décoter à minima, ou les fonds qui le disaient aussi, en fait, changent complètement leur discours, et l'administration fiscale en a conscience aussi, pour du coup refaire une valorisation comme en fait le font les Américains ou les Anglais, parce que c'est institutionnalisé. Ils sont obligés de faire un rapport de valorisation sur ces actions-là tous les ans, donc c'est une obligation qui est légale et la méthode, elle est clairement en fait expliquée, puisque c'est la méthode en fait du pricing des options. Et alors qu'en France, on faisait vraiment ça au doigt mouillé. On disait: «Bon, bah, on fait une décote forfaitaire de 20%», mais c'était quand même, du coup, survalorisé, quoi qu'on fasse. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai changement. En 2023, on le voit aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, de la tech. C'est de reprendre le sujet du début, à savoir, la valorisation de l'entreprise, voir si elle a changé ou pas, et la refaire éventuellement. Et 2, du coup, de calculer proprement ces décotes-là. Et si on fait ça bien, en fait, il y a aucune raison d'avoir, des articles sur le mirage des BSPCE. En fait, les BSPCE, c'est un instrument qui est parfait en soi, enfin quasiment parfait, hein. Le reste, ça reste un discours de technicien pur et dur, si on devait l'améliorer. Mais en tout cas, c'est un mécanisme qui va permettre de faire des gens heureux, riches et de permettre véritablement ce partage de valeur. On ne devrait plus être en France sur en fait, un taux d'exercice des, hem, des actions investissées de 30 sur les plans de BSPCE. On devrait être au-delà de ça. Et je pense que si effectivement tout le monde comprend qu'il faut valoriser comme ça en fait le prix d'exercice des BSPCE, on va arriver sur un mécanisme qui sera vraiment vertueux pour tout le monde. Et si on arrive justement à prévoir ces décotes et en fait, il faut le faire quand le contexte justement, le permet et ça revient exactement à ce que tu viens de dire, Ilan et on voit ce changement de paradigme. Mais pour revenir justement, un peu aux critiques qu'on a sur, ces mécanismes de BSPCE, en fait, elles vont de pair aussi avec une mauvaise compréhension de ce qu'est un BSPCE, c'est d'intéresser au capital. Donc c'est vrai que ça peut être une logique qui permet en tout cas au départ de substituer un petit peu un salaire élevé, qu'on pourrait peut-être pas payer, donc on peut compenser avec cette logique. Mais derrière, les BSPCE, ça a pas vocation à substituer totalement le salaire. Quand on est en mesure de pouvoir payer au prix du marché et on le voit de toute façon avec la compétitivité qui peut exister dans le cadre des recrutements de salariés, quel que soit le poste mais surtout des postes à peut-être, techniques ou dans des secteurs tendus comme, les développeurs et cetera, il faut payer le prix. Et après, il y a effectivement l'argument de BSPCE. Dans notre sondage, notre baromètre ici Legals de 2022, on sait que plus de 70 des salariés répondants considèrent le plan de BSPCE comme un argument d'attractivité de la startup qu'ils proposent. Donc c'est évident que c'est à avoir en tête. Par contre, si on se dit que les BSPCE, c'est ça qui va forcément me rendre riche, à terme, il y a aucune garantie. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris la mécanique ou alors qu'on vous l'a très mal expliqué parce que c'est comme si on se disait: «Moi, je vais lancer ma startup et je suis sûr de devenir millionnaire d'ici 3 ans». Bon, je peux être ambitieux et être sûr de moi, OK, mais statistiquement, eh ben, c'est tout l'inverse qu'on me dit. Si on prend les stats, c'est que sur 10 startups, il est communément admis qu'il y en a 9 qui n'arrivent pas à aboutir à une réussite et qui tombent et donc en gros qu'on ferme et donc en fait, j'ai 9 chances sur 10 de faire en sorte que mes BSPCE, comme moi si je lance ma startup, ne valent rien et de la même façon, les investisseurs, quand ce sont des fonds d'investissement, ils le savent et c'est la logique que vous connaissez peut-être du power law. C'est-à-dire que pour une société qui leur aura rapporté beaucoup parce qu'elle aura réussi, ça permet de couvrir aussi, ben, les 10 autres sociétés peut-être qui n'auront pas réussi, qui auront du coup fermé la porte. Et Ouais. ça, c'est la logique et c'est vraiment la logique fondamentale et qui rejoint peut-être un dernier élément qui est celui de l'alignement des intérêts, donc qui est une théorie, hein, évidemment, mais sur l'alignement des intérêts des parties prenantes, qui est celle d'intéresser en fait les personnes qui sont
elles, dans le capital, donc en l'occurrence les fondateurs, des investisseurs quand ils auront investi et des salariés quand ils sont intéressés au capital, à la réussite de cette société. Donc cette théorie rejoint un peu cette logique, c'est-à-dire que on sait que statistiquement, quand on lance une startup, il y a plus de chances que ça nous rapporte zéro, un peu du sang et des larmes, si on veut, que ça devienne une réussite et que ça nous permette, d'un point de vue financier, d'être très épanouis, en étant peut-être millionnaires. Heu, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et que ce soit très, très clair et ce qui évite peut-être après ou en tout cas demain ou avec la maturité et les meilleures connaissances de l'outil, de la mécanique et du marché et de l'écosystème tech, d'avoir un peu des articles comme ça qui, pour moi, ne veulent rien dire parce qu'en fait, c'est une juste on comprend pas. C'est comme si on se disait: «Bah oui, les BSPCE, ça devrait me rendre tout de suite, millionnaire». Mais en fait, c'est peut-être parce qu'il y a une mauvaise connaissance, il y a une mauvaise utilisation, de ces outils mais bon, voilà, grâce à ce type de webinaire et des experts comme Ilan, et Legal sur l'écosystème et le marché, ça permet peut-être, d'améliorer un de peu faire ça. En avancer tout les cas, choses. voilà, on l'espère. Il y a une question qui nous est posée. Ouais, Heu, effectivement, donc je l'ai lu, donc je vais peut-être un peu répondre. je Alors, t'en prie. effectivement, on a aujourd'hui 30 des BSPCE qui sont vestés, qui sont effectivement exercés. Donc c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on a aujourd'hui et ce qui est un peu décevant effectivement parce que, on s'attendrait quand même à plus quand on émet des plans comme ça. Après, donc les BSPCE, non, en fait, ça ne coûte rien à l'entreprise, c'est juste un instrument, financier, donc c'est une option qu'on offre aux salariés, donc il y a pas besoin d'amortir, ça rentre pas dans ce bilan-là, donc voilà et qu'est-ce qu'on pense de Caption? Bah, effectivement, Caption Market, donc c'est une entreprise qui permet, d'offrir, du secondaire, donc il organise, très bien. Après, est-ce que c'est un miracle? Peut-être pas. En tout cas, eux, ils font très bien, leur travail sur, justement, toute cette partie, organisation de la liquidité. Donc ils vont pas prendre toutes les entreprises de la tech et leur, permettre de vendre leurs actions, sur leur plateforme. C'est un processus enfin, ils sont les boîtes sont sélectionnées, il y a un processus qui est assez défini pour avoir les données financières et pouvoir les partager dans les règles de l'art. Donc ça fonctionne très bien. Il y a effectivement des opérations qui ont eu lieu dessus et ça offre de la liquidité, donc c'est assez sympa. Il y a d'autres choses qui existent là-dessus, mais voilà. Mais souvent, en fait, ce qu'on voit en liquidité, c'est quand même les fonds d'investissement qui ont investi dans des tours, d'offrir du coup des fenêtres de liquidité en disant que, voilà, moi j'investis, je sais pas, là en série B dans l'entreprise, mais je permets à des salariés qui ont déjà des baies spécieux de pouvoir sortir à hauteur de X de leur BSPCE. Donc ça, c'est une possibilité. Et où est-ce qu'on trouve les données pour mettre en place, enfin pour faire marcher les modèles de pricing des options et le modèle Black and Scholes? Bah ça, c'est effectivement c'est des marchés publics, donc c'est pas des marchés privés. Donc c'est tout ce qui est les données financières cotées qu'on va utiliser pour du coup renseigner des données typiquement sur la volatilité. Euh, et je crois que Quentin a une question Ouais, aussi. je vais la prendre. Vas-y. Je vais y répondre. Pour revenir juste avant sur Caption, ça répond à un besoin aussi de marché, c'est-à-dire, comment on offre de la liquidité à des personnes qui auraient des actions, notamment issues de BSPCE, mais pas que. Il y a aussi, des business angels qui sont au début, heu, dans dans le capital de la société pour avoir investi et financé au départ. Donc, ça essaie de répondre à ce besoin de liquidité sur un marché qui est un marché privé, d'organiser ça, et donc clairement, c'est bien vu, c'est une bonne initiative, et en plus de ça, j'apprécie, beaucoup Lucas qui est un des cofondateurs donc non, c'est une très bonne initiative. Hem, pour répondre à la question, évidemment, il y a un coût de mise en place des BSPCE. Sur Silegal, nous, justement, on fait un tarif qui est ultra intéressant en plus de bénéficier justement d'une mise en place de, des documents en quelques clics et hyper rapide et on a toutes les données qui permettent de savoir quelles sont les tendances. Donc, le coût, vous pouvez regarder, hein, c'est 1 250 € nous sur Sealegals et ça comprend tout, hein, à la fois la mise en place des décisions d'associés, votre accès à la plateforme, la génération de votre règlement du plan de BSPCE, les, lettres d'attribution et en plus de ça, sur le gâteau, les bénéficiaires ont un accès sur Sealegals qui permet de retrouver leur vesting, les conditions que vous y avez mis parce que aussi, bah, c'était notamment, c'était pas dans le baromètre Silegas, mais Caption avait fait aussi un sondage assez éclairant et intéressant sur,
sont utilisés les BSPCE d'un point de vue salarié. Et c'était, je crois, plus de la moitié ou plus de 60%, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, plus de la majorité des salariés ne lisent pas leur plan de BSPCE. Et donc, le fait d'avoir sur Seedlegaz un compte et de retrouver ses principales infos, ça facilite, la compréhension, comment fonctionne cette mécanique des BSPCE, où j'en suis, quel est le prix d'exercice, quel est le vesting, etc. Et donc, oui, il y a un coût, mais il est clairement abordable et d'autant plus facile à mettre en place avec Seedlegals. Donc, ça, n'hésitez pas, hein, si vraiment vous avez des questions là-dessus, à nous solliciter. Et après, évidemment, il y a aussi un coût sur la partie génération des rapports de valorisation, mais là, je fais la passe à Ilan. Ouais, effectivement. Donc, alors nous, on travaille essentiellement avec des entreprises qui sont, enfin, en tout cas, qui ont de la liquidation préférentielle dans les pactes, parce que c'est là qu'on va avoir besoin de valoriser en fait à la fois la décote de liquidité, mais aussi la décote qui est liée à la liquidation préférentielle, donc la décote contractuelle. Et c'est ça qui est le plus complexe finalement. Donc là, on est vraiment sur une offre forfaitaire à 4 000 € pour ça. Et pour les entreprises qui n'ont pas de liquidation préférentielle, là, effectivement, on peut faire des choses beaucoup plus simples. Donc, on n'est pas du tout sur cet ordre de grandeur de pricing. Donc, voilà. Il nous reste 4 petites minutes et on voit qu'il y a des Si, questions. moi, j'ai peut-être une Ouais. question pour toi. Comment tu fais si tu as fait un plan de BSPCE il y a 1 an et tu te rends compte aujourd'hui que ta valorisation a baissé? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux changer le prix de ton pool d'avant? Est-ce que tu dois réémettre un nouveau pool de BSPCE avec le nouveau prix? Et voilà. Quelle est ta meilleure recommandation là-dessus? Alors, entre la réponse A et la réponse B. Honnêtement, si tu as mis en place un plan de BSPCE à un prix, prenons des exemples concrets, à un prix de 20 €. Et là, demain, en Par fait, ton action. prix d'exercice par action, donc pour acheter tes actions, et demain, ton prix, il est tombé à 10. Donc, tu as fait en fait une moins-value de 50%. C'est-à-dire, si tu achètes à 20 et que là, demain, tu veux exercer. Alors, est-ce que, si je comprends bien, soit tu annules tout le plan 1 et tu mets un nouveau Ouais. plan avec un nouveau prix d'exercice, ou alors est-ce que tu appliques une décote et tu fais des avenants? Honnêtement, d'un point de vue dilution, moi, je jouerais la carte de tu fais un avenant et tu changes le prix avec un prix décoté, heu, sur ton plan de BSPCE. Heu et encore après, est-ce que ce serait parce qu'ils auront été attribués, ils auront été vestés? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en fait, il y a des enjeux techniques, et des enjeux juridiques et fiscaux là-dessus. Parce que qu'est-ce qui ferait que toi, tu mettes en place, tu vois, une décote sur des plans de BSPCE qui ont été attribués il y a X temps? Donc, a posteriori, est-ce que tu peux revenir sur la fixation du prix qui aurait été Bah, fixé lors de l'attribution du bon? Donc, moi, je pense que tu peux pas revenir, du coup, sur le prix. À mon avis, tu es obligé d'annuler ouais, le on est pool d'accord. d'avant, réémettre un pool spécialement pour eux parce qu'effectivement, il faut tenir compte du vesting qui a déjà été Exactement. réalisé, et émettre un autre pool, du coup, avec le bon prix, aux nouveaux bénéficiaires avec, du coup, un vesting qui est normal. Moi, c'est ce que je ferais. Donc c'est la Heu réponse, C, c'est, la même que Ilan. Donc Exactement. Et après, on a une question de Quentin. Que pensez-vous de l'intérêt pour un fondateur d'avoir des salariés actionnaires, voire d'exister un caption? Si je change d'entreprise en moyenne tous les 3 ans, je vais me retrouver avec un nombre d'actionnaires minoritaires qui peut être gênant. Concurrence, etc. Alors, en vrai, si tu veux, j'y vais, tu complètes. En vrai, bon, il y a pas vraiment un sujet parce que du coup, le vesting permet de filtrer ça. Des employés qui changent tout le temps de boîte, en général, ne vont pas exercer leur BSPCE, c'est ce qu'on voit en pratique. Et ensuite, on parle souvent de caption en mal en disant oui, mais en fait, ça fait venir des gens externes qui vont être dans la cap table, et dans ce cas-là, il y a un accès en fait à l'information de l'entreprise puisque du coup on est obligé de communiquer aux actionnaires en fait les données financières. En fait ça c'est assez réglé parce qu'un caption fait des véhicules des SPV pour justement pooler ces gens-là, et ensuite eux ils investissent en mode blind. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas accès à l'information financière de la société. Donc ça, c'est une mesure qui permet de protéger du coup l'entreprise. Et ensuite,
Ron, on est une entreprise qui a beaucoup, beaucoup d'actionnaires, d'investisseurs qui soient salariés ou pas. D'ailleurs, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'actionnaires parce qu'on a fait appel à plein de BA et ils étaient tous hyper chauds pour investir dans sa boîte. Donc, on se retrouve avec une centaine d'actionnaires. Bah, même ça, en fait, on peut créer des véhicules dans lesquels on va faire rentrer ces gens-là. Et ensuite, les fondateurs prennent le contrôle de ces véhicules pour eux faire, du coup, en tout cas, pour eux communiquer l'information qu'ils ont envie de communiquer aux actionnaires de ces véhicules et pas plus. Donc, en fait, ça se contrôle, c'est du juridique, mais c'est pas un sujet. Enfin, c'est un sujet, mais ça se règle plutôt comme ça. C'est clairement, cadré, effectivement, dans à la fois le pacte d'associés. Je reviens pas sur Caption parce qu'au final, le mieux, c'est de participer à un webinaire, de Caption, de leur poser toutes ces questions sur eux, comment ils font et d'avoir des réponses, plus détaillées, pertinentes que nous, même si on connaît les mécaniques. En tout cas, sur la logique vraiment parce que ça, c'est une question qui est souvent aussi posée, peut-être, on pourra prendre une dernière question, parce qu'il est midi, mais quand on veut intéresser au capital des salariés, mais qu'on veut pas de salariés qui rentrent au capital ensuite, et ben, on voit là qu'il y a un problème. Parce que quelque part, on se dit: «Je veux intéresser mes salariés au capital, mais je veux pas qu'ils soient au capital». Mais en fait, tu veux pas du coup intéresser tes salariés au capital. Et tu es dans une logique où en gros, il y a une certaine antinomie, enfin, c'est antinomique, il y a un certain paradoxe, mais ça peut se comprendre également parce que si on a des salariés qui partent, qui quittent la société, peut-être, pas en très bons termes, mais qui ont des BSPCE qu'ils ont vestés et qui du coup peuvent devenir actionnaires, ça pose des questions. Mais rassurez-vous, heu, si vous voulez intéresser au capital vos salariés sous forme de BSPCE, mais qui a ces questions qui peut-être vous titillent un peu, tout ça peut être très bien cadré dans vos documents, que ce soit le règlement du plan de BSPCE en fonction des conditions d'exercice des BSPCE et également les salariés dès lors qu'ils auront exercé leur BSPCE, c'est fondamental et très standard de le prévoir, ils sont eux engagés avec ce qu'on appelle un mini pacte d'associés ou dans des engagements contractuels individuels, parce qu'ils ne vont pas adhérer à votre pacte d'associés existant. Et donc tout ça est cadré par cette mécanique juridique. C'est des éléments qu'on connaît par cœur. Donc rassurez-vous sur ces aspects, mais après, si fondamentalement vous ne voulez pas intéresser vos salariés au capital, ne les intéressez pas au capital. Ça vous économisera du temps, de l'argent, mais peut-être que vous avez un argument en moins à faire valoir quand vous êtes dans une logique de recrutement et de marque employeur et de fidélisation. Les BSPCE, effectivement, c'est une mécanique qui est, un peu décriée en ce moment pour des bonnes et aussi de mauvaises raisons. Mais en tout cas, on espère, avec ce webinaire que les éléments qu'on vous a donnés vous permettent justement de mieux comprendre et donc si vous le mettez en place, d'en faire un succès. Si vous voulez en discuter avec, nous, côté Silégal, je vous ai mis dans le chat un petit, lien qui vous permet de prendre une démo et de pouvoir, du coup, bah, en discuter sur les éléments, que ce soit sur les prix, on en a parlé un petit peu, mais au-delà de ça, sur comment on met en place, nous, sur Site Légal, c'est cette partie BSPCE. S'il y a des questions qui se posent, sur la valorisation, parce que vous êtes une société un peu plus mature, Ilan se fera un plaisir de vous répondre et donner son Exactement. contact et s'il y a pas d'autres questions, ben, je te laisse dire un petit mot de la fin. En tout cas, merci à tous. Effectivement, c'était le but de montrer que les BSPCE, c'était pas du tout un mirage et que ça pouvait apporter beaucoup de valeur à vous et à votre entreprise. Faut-il encore le faire dans les règles de l'art et si légal, c'est effectivement et Solio sont là pour ça. Merci Florent, en tout cas, pour Merci. toutes tes réponses. Merci à tous. Merci Ilan, C'était merci à passionnant. toi. Et merci à tout le monde pour vos Merci questions. Ça a rendu beaucoup. le débat beaucoup plus animé. Passez une très bonne journée et à bientôt. À Salut. bientôt. Salut, salut.